важным делам отлучился. Конечно. Теперь мы приглашаем Серж Слама, опыт преподавания европейского права по правам человека во французских университетах и система американского преподавания. Merci, Monsieur le Président. Alors, d'abord, j'aimerais beaucoup remercier les organisateurs de m'avoir invité ici. Jamais dans ma carrière, j'aurais pu penser parler un jour dans un parlement en Russie sur l'enseignement des droits de l'homme. C'est assez improbable. Donc, c'est le concours de circonstances qui a fait que j'ai rencontré cette année Anton Burkov, puisque je l'avais invité à Paris pour un colloque sur la justice des détenus, avec Hugues de Surmain qui est aussi présent. Donc, c'est pour moi un immense honneur d'être présent ici, donc je remercie l'ensemble des organisateurs du colloque. Alors d'abord, je vais préciser qui je suis. Je suis un universitaire de la région parisienne. J'enseigne dans une université à Évry, qui est dans le sud de Paris. Évry, c'est la ville de l'actuel ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, pour vous situer, dans le sud de Paris. Et parallèlement, j'ai un laboratoire qui est à Nanterre, un laboratoire spécialisé dans les droits de l'homme, qui s'appelle le Centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux, qui a été créé par un professeur de droit qui s'appelle Daniel Lechac, un professeur de droit français, bien évidemment. Ça, c'est mon activité universitaire, mais il se trouve que parallèlement, j'ai aussi une double vie. J'ai une vie de militant associatif. Dans le cadre d'associations, je rédige souvent des recours pour des associations de défense des étrangers ou plus généralement de défense des droits de l'homme, de défense des détenus. Et dans ce cadre-là, j'ai fait souvent des procédures devant le Conseil d'État français, le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne. On fait notamment des amicus curiae ou carrément les procédures au nom des associations, on vient en soutien. Donc ça me donne une expérience concrète de la défense des droits de l'homme sur le terrain, avec un certain nombre de contentieux de principe qui ont abouti parfois à des condamnations, et même assez souvent à des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment à des décisions de grande chambre de la Cour. Alors, aujourd'hui, j'ai parlé de l'enseignement des droits de l'homme en France. Cet enseignement est assez ancien. D'ailleurs, je suis un produit de cet enseignement des droits de l'homme, puisque j'ai fait un master 2, un master de droits de l'homme et de liberté fondamentale, qui avait été créé dans les années 90 par Daniel Lechac à Nanterre, qui était un des premiers en France. Et donc aujourd'hui, on est toute une jeune génération d'enseignants qui a suivi un parcours à partir du master 2 et qui ont fait des thèses de droits de l'homme en France. Donc il y a un vrai enseignement en matière de droits de l'homme dans les universités françaises. Donc non seulement je suis un produit de ce système d'enseignement des droits de l'homme, mais j'enseigne aussi bien à des étudiants de licence. On a un cours en France qui est un cours de liberté fondamentale à partir de la 3e année de droit, mais j'ai aussi un cours spécialisé dans la protection des droits de l'homme en master 1, et j'enseigne aussi dans un master 2 spécialisé dans les droits de l'homme et le droit humanitaire, donc à la fois à Nanterre et à Évry. Donc j'ai cette expérience d'enseignement des droits de l'homme. J'enseigne aussi dans les écoles d'avocats ou préparer les avocats, puisqu'une des épreuves pour accéder pour devenir avocat en France, c'est une épreuve de liberté fondamentale. Voilà pour cette expérience d'enseignement. Donc je suis un produit de ce système-là, où depuis maintenant une trentaine d'années en France, on a très clairement un certain nombre d'enseignements sur les droits de l'homme, y compris des enseignements sur la Convention européenne des droits de l'homme. Je vais en parler par la suite. Donc c'est un fort développement dans les 20 dernières années, avec de plus en plus de masters et d'enseignements spécialisés. Alors je vais faire un point sur l'enseignement général des droits de l'homme en France. Je vais faire un petit historique d'ailleurs, parce qu'on voit souvent la France comme un pays des droits de l'homme depuis 1789, avec une longue histoire des droits de l'homme. Mais la protection effective des droits de l'homme en France est relativement récente. Les mécanismes de protection, donc entre la proclamation et la protection, il y a toujours une différence. Et l'enseignement des droits de l'homme, l'enseignement des libertés en tant que tel, c'est arrivé vraiment très tardivement dans le système français. Grosso modo, la date principale, c'est 1954. C'est à partir des années 50, à la faculté de droit de Paris, où un enseignant qui s'appelle Jean Rivero a créé la première chaire, le premier cours de liberté publique. À l'époque, ça s'appelait liberté publique. Alors bien évidemment, l'enseignement des libertés existait avant, mais c'était rattaché à d'autres matières. Donc il y avait un cours de droit constitutionnel depuis le 19e siècle, il y avait des cours de droit civil, il y avait des cours de droit international public ou privé. Dans le cadre de ces différents cours, il y avait des enseignements des droits de l'homme, mais il n'y avait pas de matière spécifique sur les droits de l'homme. Et 154, Jean Rivero, qui était un professeur important à l'université française,
a créé ce cours, c'est-à-dire il a pris dans les différentes matières de droit public, de droit privé, de droit pénal, de droit international, il a tout pris, il a créé le premier enseignement de liberté publique, en référence d'ailleurs à ce qui se passait à ce moment-là dans les années 50. Il y a toute une jurisprudence du Conseil d'État français qui affirme, qui proclame les libertés. Alors notamment ce qui est assez connu dans les années 50, c'est que le Conseil d'État en 54, par exemple, prend une décision qui s'appelle l'arrêt Barrel, qui concernait un candidat communiste à l'ENA. Donc c'était un communiste qui voulait se présenter à l'École nationale d'administration. Et on l'avait refusé parce qu'il était communiste. Et le Conseil d'État a censuré la décision du ministre en disant tous les citoyens sont égaux et peuvent accéder aux emplois publics. C'est la Déclaration des droits de l'homme qui le prévoit, l'article 6. Et c'est des premières décisions en 1954 où le Conseil d'État, concrètement, applique la Déclaration des droits de l'homme ou des principes généraux du droit inspirés de la Déclaration des droits de l'homme. Et par la suite, il va continuer, il va développer toute une jurisprudence protectrice en matière de liberté qui s'est beaucoup développée dans les années 50. Et cette période a été marquée aussi par la publication d'un ouvrage en France qui a marqué toutes les générations d'étudiants en droit, qui s'appelle « Les grands arrêts de la jurisprudence administrative ». Et cet ouvrage, en fait, a été créé par René Cassin, qui était à l'époque vice-président du Conseil d'État et qui a été aussi président du Conseil constitutionnel et président de la Cour européenne des droits de l'homme. Et dans cet ouvrage, en fait, il réunit des universitaires, notamment Prosper Veil, et des membres du Conseil d'État, Marcelon et Guy Bréban. Et ces auteurs-là créent les grands arrêts de la jurisprudence administrative et valorisent la jurisprudence du Conseil d'État qui protège les libertés. Dans les premières décisions qui sont dans cet ouvrage, que tous les étudiants en droit connaissent, c'est les grandes décisions de protection des libertés. Et l'arrêt Barrel, d'ailleurs, figure dans ce recueil. Et donc, à partir des années 50, il y a un certain nombre de professeurs, il y a une spécialisation, il y a une matière qui apparaît, qui est dans la matière de liberté publique, où on enseigne la jurisprudence du Conseil d'État, mais on enseigne aussi l'ensemble des décisions de la Cour de cassation ou des autres juridictions qui protègent les libertés. Donc ça, c'est le premier moment de l'enseignement des droits de l'homme en France. Il y a un deuxième moment, c'est les années 70. Les années 70 en France, c'est 1970. C'est l'apparition du Conseil constitutionnel, ou plutôt du contrôle de constitutionnalité des lois. Vous savez peut-être qu'on a un Conseil constitutionnel depuis 1958, depuis la Constitution du général de Gaulle de 1958. Mais dans cette Constitution, il y avait un contrôle de constitutionnalité des lois. Donc les lois peuvent être déférées par un certain nombre d'autorités, notamment par l'opposition au Conseil constitutionnel. Mais c'est simplement en 1971 où le Conseil constitutionnel, pour la première fois, va reconnaître qu'il peut contrôler une loi au regard de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du préambule de la Constitution de 1946. Et l'essentiel des droits protecteurs en France sont dans ces deux normes-là, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le préambule de la Constitution de 1946. Et donc c'est à partir de 1971 où on commence à voir apparaître une matière en France qui est des décisions du Conseil constitutionnel qui protègent les droits et libertés. Ça apparaît à ce moment-là. Et parallèlement, dans le champ académique, va se structurer de plus en plus ce cours de liberté, qu'on appelle d'abord liberté publique, mais qui par la suite va devenir un cours de liberté fondamentale. Au fur et à mesure, en fait, il y a un certain nombre d'auteurs assez influents, notamment un professeur de l'université Aix-Marseille qui s'appelle Louis Favoreux, qui vont imposer l'idée qu'on n'enseigne pas les libertés publiques, c'est-à-dire les libertés protégées par l'État, par les lois, par la jurisprudence, mais on doit enseigner les libertés fondamentales, qui sont les libertés protégées par la Constitution française et par les conventions internationales, par les engagements internationaux de la France. Cette période des années 70 est aussi importante parce que c'est à cette époque-là, en 1974, que la France ratifie la Convention européenne des droits de l'homme. Alors c'était d'ailleurs une curiosité absolue. La France a eu un président, René Cassin, un Français, René Cassin, qui a été président de la Cour européenne des droits de l'homme, mais la France n'était pas partie à la Convention, n'appliquait pas la Convention. Donc par exemple, Cassin a rendu une décision célèbre en 1968 qui s'appelle sur les communes belges, sur les problèmes linguistiques en Belgique. Cette décision 68 est rendue par un Français, président de la Cour, mais la France n'est pas partie à cette Convention. Donc c'est assez curieux. Et donc ce moment va être important puisque la France ratifie en 1974 la Convention européenne des droits de l'homme, mais le problème c'est qu'à cette époque-là, le Conseil d'État fait obstacle, n'applique pas, ne contrôle pas réellement l'application de la Convention. Il va falloir attendre la fin des années 80 et le début des années 90 pour avoir un vrai contrôle du Conseil d'État et de la Cour de cassation sur l'application de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc vous voyez, entre la date d'adoption de la Convention dans les années 50, la date de ratification par la France dans les années 70 et la date d'application effective dans les années 90,
Il y a beaucoup de délais. À chaque fois, on a attendu 20 ans pour franchir des étapes supplémentaires. Donc, moment important que cette ratification, résistance du Conseil d'État à l'application du contrôle de constitutionnalité des lois. L'obstacle est franchi à la fin des années 80, en 1989, il y a un arrêt important du Conseil d'État qui s'appelle l'arrêt Niccolo, dans lequel le Conseil d'État, pour la première fois, reconnaît qu'il peut contrôler le respect par le législateur des conventions internationales, notamment la Convention européenne des droits de l'homme. Et ça a été un élément déterminant parce que depuis, le juge administratif, le juge judiciaire, en France, font respecter la Convention européenne des droits de l'homme et l'ensemble des engagements internationaux de la France. Parallèlement, il y a aussi le contrôle de constitutionnalité des lois qui s'est développé, qui a été de plus en plus protecteur. Il y a eu beaucoup de jurisprudence importante dans les années 70 et 80. Et la période la plus importante du Conseil constitutionnel, c'est dans les années 90, quand Robert Badinter, le garde des Sceaux de François Mitterrand, un ancien professeur de droit privé, qui a été avocat aussi, qui a combattu la peine de mort, qui a aboli la peine de mort en France, eh bien Robert Badinter devient président du Conseil constitutionnel et affirme une jurisprudence protectrice des droits de l'homme. Le seul problème, c'est qu'en France, le Conseil constitutionnel ne veut pas appliquer la Convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil constitutionnel français estime qu'il peut appliquer que la Constitution et les engagements internationaux de la France ne font pas partie de la Constitution. Et donc on a une source de blocage par le Conseil constitutionnel qui refuse d'exercer ce rôle protecteur. Et je l'ai dit, il a fallu attendre la fin des années 80 pour que le Conseil d'État et la Cour de cassation effectuent ce contrôle. À noter aussi, dans la période des années 80, autre élément important, en 1981-82, quand François Mitterrand arrive au pouvoir, et Robert Badinter est garde des Sceaux, on reconnaît la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme. On était parti à la Convention européenne des droits de l'homme à partir de 1974, mais on n'avait pas reconnu la compétence de la Cour. Donc ça veut dire que les citoyens en France ne pouvaient pas saisir la Cour. Et à l'époque, je vous rappelle que c'était facultatif. C'est le protocole numéro 11 en 1998 qui a rendu obligatoire la reconnaissance de la compétence de la Cour. Eh bien, la France reconnaît dans les années 80 cette compétence de la Cour et a renouvelé depuis cette reconnaissance. Et ça a permis aux citoyens de saisir la Cour. Et le contentieux des citoyens français devant la Cour européenne des droits de l'homme s'est développé à partir du début des années 80. D'ailleurs, dans la même période, on ratifie beaucoup de conventions internationales protectrices des droits de l'homme, notamment le Pacte international sur les droits civils et politiques, mais aussi tous les mécanismes de protection, comme la compétence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Donc tout ça s'est fait dans cette ère-là, et donc ça a permis un contentieux de se développer devant la Cour, contentieux très important, qui a fait que la France a été pendant assez longtemps l'un des 3 pays les plus condamnés en Europe. On l'a dit tout à l'heure, le pire pendant longtemps, ça a été la Turquie. Il y a eu l'Italie qui était énormément condamnée pour des problèmes de procès équitable, notamment délais raisonnables, mais la France était pendant très longtemps le 3e pays le plus condamné en Europe en matière de violation des droits de l'homme. Notamment, en 2001, la France a été condamnée dans un arrêt Selmouni pour torture. En France, la France a torturé quelqu'un dans un commissariat français. Donc vous voyez, c'est le pays qui proclame les droits de l'homme depuis très longtemps n'est pas forcément le pays qui respecte le mieux les droits de l'homme. Heureusement, depuis, il y a eu des fortes évolutions. Le fait que le Conseil d'État, le fait que la Cour de cassation se soit appropriée la Convention européenne des droits de l'homme, il y a une volonté très forte d'appliquer la jurisprudence de la Cour. Aujourd'hui, vous invoquez quotidiennement devant les tribunaux français la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour. Et en quelques années, on a vu une progression fulgurante, c'est-à-dire la France est passée du top 3 à un pays qui est quasi condamné à peu près comme l'Allemagne. L'Allemagne est toujours moins condamnée de la France, mais la France a beaucoup descendu dans le palmarès des condamnations. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la Russie qui est la plus condamnée en Europe et qui a le plus de dossiers devant la Cour. Donc, évolution très forte du système français sous l'influence de la ratification de cette convention, du fait qu'on a reconnu la compétence de la Cour, et puis ensuite de l'entrée en vigueur du protocole numéro 11 en 1998, qui a permis l'évolution de la Cour. Et vous savez que un des premiers présidents de cette Cour réformée, ça a été Jean-Paul Costa, qui est un président français, un membre du Conseil d'État, et là aussi, ça a été très important en France pour faire accepter la Convention européenne des droits de l'homme, puisque le fait d'avoir un Français, en quelque sorte, ça donne une légitimation à ces décisions de la Cour. Alors ça, c'est dans le champ juridictionnel. Évidemment, ça a des retombées académiques. C'est-à-dire à partir du moment où la Convention européenne des droits de l'homme s'impose devant les juridictions, qu'on peut l'invoquer pour écarter la loi, eh bien, il y a de plus en plus de professeurs qui se spécialisent dans cette matière. Et il y a de plus en plus de doctorants, il y a de plus en plus de manuels, et puis ça devient une matière à part entière. Alors, il y a eu des précurseurs en France. Le principal précurseur, j'ai ramené son ouvrage, c'est Frédéric Sudre.
Alors c'est un professeur d'une faculté de droit à Montpellier qui a passé l'agrégation de droit public. Pour devenir professeur agrégé en France, on passe un concours. Il a été recalé 3 fois à l'agrégation avant de réussir parce qu'il se spécialisait sur la Convention européenne des droits de l'homme. Et à l'époque, les membres du jury ne comprenaient pas ce que c'était la Convention. En droit public, personne ne connaissait ce texte, tout le monde l'ignorait, ça ne servait à rien, et donc on prenait Frédéric Sud pour un uluberlu. Aujourd'hui, cet ouvrage est un des plus vendus dans les facultés de droit françaises. On est à la 10e édition, au début c'était un tout petit bouquin quand il l'a publié, maintenant vous voyez la taille de l'ouvrage, c'est l'ouvrage de référence sur la Convention européenne des droits de l'homme en France. Et Frédéric Sud aujourd'hui préside le Conseil national des universités, c'est-à-dire c'est lui qui décide de la carrière de tous les universitaires en France. Donc pour vous dire le fait d'avoir ce personnage qui s'est imposé et qui a toute une école à Montpellier avec énormément de doctorants spécialisés dans la Convention et dans l'enseignement de cette Convention. Il y a eu d'autres précurseurs en France, notamment à Limoges, Jean-Pierre Marguenot, qui est un privatiste, qui n'est pas un publiciste parce que Sudre fait du droit public. Jean-Pierre Marguenot est un privatiste. Pareil, quand il allait dans les années 80 ou 90 parler de la Convention européenne des droits de l'homme, ses collègues se moquaient de lui. Et lui disait toujours, si vous vous intéressez pas à la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme va s'intéresser à vous. Et il avait parfaitement raison, parce que en droit privé, par exemple, la distinction entre enfants naturels et enfants légitimes a été écartée par la Cour européenne des droits de l'homme. Le mariage, l'adoption par des homosexuels a donné l'objet à une condamnation de la France, etc., etc. Et donc aujourd'hui, le droit civil est entièrement influencé en France par le droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a eu d'autres professeurs assez influents, Jean-François Flost à Strasbourg, un certain nombre d'autres professeurs comme le professeur Tavernier à Sceaux. Et donc il y a eu toute une école de professeurs qui aujourd'hui partent à la retraite, qui ont formé des doctorants, qui ont formé des jeunes collègues. Et au fur et à mesure, ces collègues ont réussi à l'université. Et aujourd'hui, j'ai fait un recensement pour ce colloque. On s'aperçoit que dans la quasi-totalité des facultés de droit françaises, il y a des enseignements sur la Convention européenne des droits de l'homme. Alors comment ça marche? Concrètement, dès la licence de droit, dès la 3e année de droit, vous avez un cours de liberté fondamentale, qui est un cours généraliste sur l'ensemble des libertés. Mais à partir du Master 1, généralement, il y a des cours spécialisés dans la protection des droits de l'homme, dans la Convention européenne des droits de l'homme. Par exemple, moi je fais le cours à Évry. Mais j'ai recensé la plupart des universités françaises aujourd'hui, même les plus petites, ont des cours spécialisés dans la Convention européenne des droits de l'homme. Et en Master 2, généralement, vous avez de plus en plus de formations spécialisées dans les droits de l'homme. Il y a à peu près une dizaine en France de masters spécialisés dans les droits de l'homme. Donc les plus anciens sont à Nanterre, sont à Strasbourg, Aix-Marseille et à Caen. C'est les plus anciens créés dans les années 90. Mais aujourd'hui, vous en avez à peu près dans la plupart des universités françaises. Et donc, vous voyez, ça fait tache d'huile, ça s'est généralisé. Et donc, aujourd'hui, toutes les revues juridiques traitent de la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a des chroniques sur la Convention européenne des droits de l'homme dans toutes les revues juridiques. Il y a de plus en plus de manuels spécialisés. Le bouquin de Frédéric Sud que j'ai montré tout à l'heure, mais vous avez aussi maintenant un certain nombre de traités qui sont publiés par différents auteurs de recueils de décisions de la Convention européenne des droits de l'homme. Et puis plus largement, il y a un vrai foisonnement, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des affaires devant la Cour de Strasbourg, des affaires qui concernent la France, eh bien, on en parle dans les milieux juridiques, il y a des commentaires sur les blogs juridiques, il y a des diffusions par des lettres d'actualité. Par exemple, le blog, l'université à laquelle j'appartiens, le laboratoire auquel j'appartiens, le CREDOF, a une lettre d'actualité. Eh bien, cette lettre d'actualité sur les droits de l'homme, il y a 6000 abonnés. Mon blog, qui est un blog spécialisé dans les droits de l'homme, j'ai eu en 3 ans 3 millions de visiteurs. Bon, pour vous montrer comment cette thématique des droits de l'homme peut développer énormément de curiosité et d'envie des étudiants et des collègues d'en connaître plus. Et donc, il y a vraiment de plus en plus, la Convention européenne des droits de l'homme devient centrale dans l'enseignement français. À tel point que pour devenir avocat en France, si vous voulez passer l'examen d'avocat, l'épreuve la plus importante, c'est le grand oral, c'est-à-dire vous avez des écrits, après vous avez un oral. Eh bien, l'oral, c'est un oral de liberté fondamentale. Et la plupart des questions dans cet oral portent sur la Convention européenne des droits de l'homme. Donc vous voyez, en une trentaine d'années, on a vu le système français fortement évoluer, la Convention devenir centrale, les enseignements en droits de l'homme se développer, les thèses sur la Convention européenne des droits de l'homme se multiplier.
Et donc l'exemple français est l'exemple sur lequel on peut arriver à enseigner au quotidien aux étudiants en droit la Convention. Ça crée aussi des dynamiques dans les universités parce que souvent à côté des masters spécialisés dans les droits de l'homme se créent par exemple des cliniques juridiques. Aujourd'hui on recense en France une demi-douzaine de cliniques juridiques spécialisées dans les droits de l'homme, notamment à Nanterre, à Caen ou à Paris 2. Et ces cliniques juridiques, elles ont vocation à aider concrètement au quotidien des personnes ou dans des thématiques particulières. Et ces cliniques juridiques rédigent aussi des amicus curiae, des tierces interventions, soit devant la Cour européenne des droits de l'homme, soit devant le Conseil constitutionnel français. Donc vous voyez, ça fait tache d'huile parce que maintenant, on enseigne, moi je suis la deuxième génération d'enseignants en droit de l'homme, eh bien j'enseigne maintenant aux étudiants à concrètement rédiger des recours et saisir les différentes juridictions. Donc voilà, progrès majeur. Progrès qui a été tellement important que depuis 2010, le Conseil constitutionnel français a été réformé et désormais on peut saisir directement le Conseil constitutionnel français. Auparavant, seuls les parlementaires pouvaient saisir le Conseil constitutionnel. C'était une saisine préventive a priori. Aujourd'hui, il y a une question prioritaire de constitutionnalité où on peut, dans le cadre d'un litige devant un tribunal, déposer une question qui sera transmise par le tribunal au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Et le Conseil d'État ou la Cour de cassation peuvent renvoyer au Conseil constitutionnel. Et en 3 ans, on a 300 décisions du Conseil constitutionnel qui viennent protéger les droits et libertés garantis par la Constitution. Et concrètement, le Conseil constitutionnel s'efforce d'avoir une jurisprudence compatible avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce n'est pas toujours le cas, il y a parfois des ratés, mais en règle générale, le Conseil constitutionnel est très vigilant à éviter une condamnation devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc vous voyez, en 30-40 ans, la France est devenue, en matière d'enseignement des droits de l'homme, un pays où il y a une vraie diffusion de cette connaissance et un vrai retour parce qu'il y a de plus en plus de requêtes, il y a de plus en plus de juristes spécialisés en la matière, dans les associations par exemple. Je prends Hugues de Surmain, il a fait le master de droit de l'homme à Nanterre, c'est aussi un produit de ce master, et lui-même a saisi la Cour des dizaines de fois et obtenu des dizaines de fois la condamnation de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Вопросы? Есть ли вопросы? Да? А если Государственный совет или Конституционный суд не согласится с заявлением гражданина, напрямую ведь пока еще нет такой возможности подавать заявление в Конституционный совет Франции, в отличие, например, от заявления в Конституционный суд Российской Федерации? Devant la Cour constitutionnelle ou la Cour européenne des droits de l'homme? Я говорю о Конституционном совете Франции, который иногда в переводе назывался Конституционным судом Франции. И речь идет о том, что гражданин французский, который хочет подать заявление в Конституционный совет, он должен пройти обязательно через согласие Госсовета или Конституционного суда Франции. Напрямую он не может подать такое заявление. Oui, effectivement, on n'a pas de saisine directe du Conseil constitutionnel, on n'a pas un recours d'amparo en France, où on pourrait saisir directement le Conseil constitutionnel. En fait, le système, c'est un système avec un filtre juridictionnel. Il faut être dans le cadre d'un procès, donc vous avez un procès devant une juridiction quelconque, et dans le cadre de ce procès, vous posez une question de constitutionnalité, donc vous estimez que la loi qu'on vous applique est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et dans ce cas-là, généralement, les juges du fond renvoie automatiquement au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, ou à la Cour de cassation, pardon, sauf exception, mais généralement c'est renvoyé. Et le Conseil d'État et la Cour de cassation, pour l'instant, jouent plutôt le jeu. Alors, je n'ai pas les statistiques précises, mais je crois qu'ils renvoient une question sur 3 à peu près. Je pense qu'on est à peu près à 30% de transmission, ce qui est estimé vraiment assez généreux comme système. En 3 ans, on a eu 300 décisions du Conseil constitutionnel sur la QPC, donc ça veut dire que c'est un système qui marche. 300 décisions, c'est énorme. Hein. La plupart des décisions, c'est des choses qui ne sont pas très intéressantes. Donc, en pratique, pour l'instant, le Conseil d'État et la Cour de cassation ont joué le jeu, et c'est rare d'avoir un obstacle qui vient du Conseil d'État. Il n'y a que 2 exceptions, en fait. Une fois, il y a une question sur le Conseil d'État, qui s'appelle l'affaire Al-Khadli, où on posait la question de l'impartialité du Conseil d'État, et je pense que le Conseil d'État a commis une erreur stratégique de ne pas renvoyer à la question. Je pense que c'est une erreur majeure, parce que de toute façon, le Conseil constitutionnel aurait couvert le Conseil d'État sur son impartialité. Mais à part cette erreur du Conseil d'État, il y a une autre erreur de la Cour de cassation sur la loi Guesso, qui est une loi sur le négationnisme,
où on ne peut pas nier la Shoah en France, hein, le génocide, on ne peut pas le nier. À part ces deux erreurs, généralement, on reconnaît que les deux juridictions jouent le jeu, et donc c'est un système qui marche plutôt bien, en fait. Et le Conseil constitutionnel a un taux de censure relativement important, hein. Il censure à peu près 40%, 30 à 40% des lois qui lui sont renvoyées. Voilà. Ну, у нас-то фильтра нет никакого в России, поэтому, может быть, есть смысл тоже подумать над этим. Да, пожалуйста, Роман Качанов. Франция также является членом Европейского Союза. Там действуют свои международные нормы в области прав человека. Скажите, существует ли какая-либо конкуренция между международными договорами, существующими, значит, международными договорами в области прав человека, существующими в Европейском Союзе и в Совете Европы? И как, если такая, значит, конкуренция существует, как Франция из этого, так сказать, из этой ситуации выбирается? Alors, ça qui est apparu ces 10-15 dernières années, c'est la concurrence entre le droit de l'Union européenne qui protège de plus en plus les droits fondamentaux. Vous savez qu'on a une charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui a été intégrée dans les traités, et la Convention européenne des droits de l'homme. Pour l'instant, on hésite toujours à savoir si en France on a un dialogue des juges ou une guerre des juges. Alors, on est souvent entre les deux. Quand on regarde la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on a un Conseil constitutionnel qui est assez réticent à être dans le dialogue avec la Cour de justice de l'Union européenne notamment. Mais cette année, par exemple, pour la première fois dans l'histoire du Conseil constitutionnel français, le Conseil constitutionnel a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur le mandat d'arrêt européen. Donc c'est un signe selon lequel le Conseil constitutionnel est en train d'évoluer dans sa jurisprudence et de plus en plus dans la prise en compte de ce que dit la Cour de justice ou la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on a cette évolution, mais il n'empêche que pour l'instant, il y a un vrai problème. Je suis très spécialisé dans le droit des étrangers. Par exemple, quand on parle d'application du règlement Dublin sur les demandeurs d'asile, donc en Europe, dans le cadre de l'Union européenne, on ne peut pas faire de demande d'asile dans plusieurs pays. Si on a fait une demande d'asile en Grèce, on doit être envoyé en Grèce. Eh bien, il y a un vrai problème entre le droit de l'Union européenne et le droit de la CEDH, de la Convention européenne des droits de l'homme. On est vraiment dans des conflits de normes assez importants. Et donc, les requérants, on joue sur ces conflits. On essaye de mettre en porte-à-faux le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de justice et la Cour européenne des droits de l'homme. Mais de toutes les façons, ce qui se passe concrètement, c'est que c'est la Cour de Strasbourg qui a le dernier mot. Et donc, comme elle a le dernier mot, elle se prononce, c'est elle qui dit finalement la règle, c'est elle qui va expliquer ce qu'il faut appliquer comme norme. Alors, pour éviter ces problèmes-là, pour éviter que le droit de l'Union européenne soit frontalement remis en cause devant la Cour européenne des droits de l'homme, vous savez sûrement qu'actuellement, il y a un protocole qui est en train d'être négocié. Un protocole, alors je ne sais pas où ils en sont exactement, mais un protocole qui prévoit la possibilité éventuellement pour la Cour de justice de poser des questions à la Cour européenne des droits de l'homme. Ou éventuellement la possibilité pour les juridictions suprêmes, par exemple le Conseil d'État ou la Cour de cassation, de poser des questions à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, si on arrive à ces mécanismes de renvoi préjudiciel, à ces mécanismes de dialogue entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme, on va aboutir à un système qui est plus équilibré, où les droits vont vraiment pouvoir dialoguer et être conformes l'un à l'autre. Pour l'instant, grosso modo, ça marche, même s'il y a un certain nombre d'imperfections, mais en règle générale, la Cour de justice s'efforce d'avoir des interprétations compatibles avec la Convention européenne des droits de l'homme. En règle générale, mais je pourrais prendre des exemples très concrets où ce n'est pas le cas. Ou très concrètement, on réussit parfois à avoir des distinctions entre les deux. Mais la Cour de Strasbourg n'a pas vocation à tout trancher. Vous savez que le problème principal de la Cour de Strasbourg, c'est qu'elle est submergée de recours. Et donc, il ne faut pas que toutes les affaires soient portées devant la Cour de Strasbourg. Donc, il faut absolument trouver des mécanismes préventifs qui permettent, avant, devant les juridictions internes, de régler les litiges, d'éviter la saisine, sauf dans les cas graves, mais d'éviter la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il est important d'avoir le mécanisme de questions prioritaires de constitutionnalité en France, parce que ça permet d'éviter les condamnations futures de la France. C'est vraiment très important. Et on a vu en Allemagne, c'est parce qu'en Allemagne, il y a un très bon contrôle de constitutionnalité des lois depuis très longtemps, que l'Allemagne est un des pays les moins condamnés en Europe. Et la France est en train de s'améliorer grâce à ces systèmes-là.
Вот как раз вопрос из Страсбурга, я так понимаю, Татьяна. À la Convention européenne des droits de l'homme. Et là, vous demandiez où est-ce qu'on en est. En fait, la proposition est maintenant en consultation à la Cour européenne de l'Union européenne, à la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, ils ont, je pense, jusqu'au mois d'avril 2014 pour voir s'ils sont d'accord avec la proposition de traité. On sait que ça va prendre du temps, mais quand même, au sein du Conseil de l'Europe, on anticipe l'adhésion dans quelques années. Disons, les États membres et l'Union européenne se sont mis d'accord sur un texte d'adhésion qui est maintenant en consultation à Luxembourg. Alors, ce qui sera paradoxal d'ailleurs, parce que l'Union européenne, par des juges qui ne sont pas membres de l'Union européenne, a priori. Donc, par exemple, un juge russe peut se retrouver dans une grande chambre qui va décider si le règlement Dublin 2 ou 3, puisqu'on a un nouveau règlement Dublin maintenant, est conforme au droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc c'est tout de même une situation relativement paradoxale de demander à des juges d'un ensemble Conseil de l'Europe de se prononcer sur le droit de l'Union européenne. Mais en même temps, ça paraît une nécessité parce que sinon, on arrive à des situations de blocage à certains moments. Le règlement Dublin, vous savez sûrement qu'il y a une affaire assez connue qui s'appelle l'affaire MSS contre Grèce, où la Belgique et la Grèce ont été condamnées sur le renvoi d'un demandeur d'asile vers la Grèce. Et très clairement, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas osé, dans cette affaire, remettre frontalement en cause le règlement de Dublin. Donc il n'y a pas de mise en cause du règlement de Dublin, mais le problème venait bien du règlement de Dublin. Donc elle a inversé la présomption, désormais il est possible de surmonter la présomption de respect des droits fondamentaux par un membre de l'Union européenne. Donc il y a une inversion de la présomption qui est possible, mais fondamentalement, c'est le mécanisme de Dublin qui n'était pas suffisamment protecteur, c'était lui qui posait problème. Et donc on va avoir de plus en plus ces problèmes-là. En France, il y a aussi une directive européenne qui était beaucoup critiquée par les avocats, qui est les directives sur le blanchiment. Donc quand il y a un blanchiment d'argent, un soupçon de blanchiment d'argent, les avocats doivent dénoncer le soupçon de blanchiment à une autorité administrative. Eh bien ça, les avocats français l'ont fortement contesté, cette directive, parce qu'ils considèrent que c'est contraire au secret professionnel. Eh bien il y a une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'appelle l'arrêt Michaud, dans lequel, très clairement, on voit que la Cour, en fait, évalue le droit de l'Union européenne. Évalue si le droit de l'Union européenne respecte la Convention européenne des droits de l'homme. Donc cette adhésion me paraît nécessaire. Les mécanismes de renvoi préjudiciel, de questions préjudicielles, seraient vraiment très utiles aussi, afin d'assurer un vrai dialogue entre les droits, quoi. Сергей Иванович Беляев, общество «Сутяжность». Первое. С десяток магистратур выпускает магистров прав человека. А какова доля этих выпускников в общей доле магистров, выпускающихся во Франции? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы упомянули о том, что для того, чтобы стать адвокатом, обязательно некий экзамен относительно фундаментальных прав человека. А вот чтобы стать государственным служащим, муниципальным служащим, есть какой-то вот такого же характера критерий? Спасибо. Ok. Sur la première question, en fait, sur les masters, généralement, les masters de droit de l'homme, par promotion, on a entre 20 et 30 étudiants. Alors, ça peut dépendre. Aix-Marseille et Nanterre, par exemple, on peut arriver à 40-45 étudiants. Donc, mais on est plutôt à 20 ou 30 étudiants par promotion. Il y a un vrai problème de débouchés. Alors, il y a des débouchés sur les droits de l'homme, que ce soit les avocats spécialisés dans les droits de l'homme, un certain nombre de magistrats, de postes dans l'administration ou dans les associations. Il y a beaucoup de postes dans les associations. Le gros problème, c'est que c'est un milieu où les emplois sont extrêmement précaires. Moi, je forme beaucoup d'étudiants qui font du droit des étrangers par la suite. Ils trouvent du travail. À Paris, vous savez peut-être qu'on a 50 000 obligations de quitter le territoire français par an. Une décision sur deux est contestée devant un tribunal administratif. Il y a des associations qui sont présentes
dans tous les centres de rétention administrative. Donc concrètement, on a un contentieux des étrangers qui est extrêmement développé. De plus en plus, c'est un contentieux des détenus aussi, qui est extrêmement développé, où il y a de plus en plus des détenus qui contestent leurs conditions de détention ou les mesures, les sanctions, par exemple, qui leur sont infligées. Donc on a besoin, en fait, on a un vrai besoin de juristes spécialisés dans les droits de l'homme, mais on a encore un problème de financement de ce secteur-là. Donc très clairement, il y a des débouchés, mais il y a une grande précarité. Alors je vois la précarité, notamment, il y a un signe qui ne trompe pas, 90% de mes étudiants sont en fait des filles, des étudiantes. Quand dans un milieu juridique, vous avez essentiellement des filles, c'est que c'est précaire. Les garçons, ils vont vers les postes où on gagne des sous. Enfin, c'est une variable sociologique assez forte en France. Et donc, très clairement, et je connais beaucoup d'avocats et avocats spécialisés en droit des étrangers ou en droit de l'homme sur Paris, c'est des conditions très précaires d'exercice. C'est-à-dire ils gagnent vraiment très peu d'argent, ils dépendent beaucoup de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire du financement par l'État. Et donc il y a beaucoup d'abandon dans la profession. Donc on a un gros problème de débouché, surtout de pérennisation de l'emploi dans la défense des droits de l'homme. Il faut savoir que beaucoup d'associations dépendent de l'État en fait sur les financements. Et quand on dépend de l'État, eh bien si on change de gouvernement, si on change de politique, il y a toujours une possibilité d'être fragilisé. Ça c'était sur la première question. La deuxième question c'était... Ah oui, sur le recrutement. Alors, dans la plupart des concours administratifs, il y a effectivement maintenant des enseignements, des épreuves de liberté fondamentale. Je crois que c'est le cas pour la magistrature, l'École nationale de magistrature. Oui. C'est pas le cas pour les magistrats administratifs, curieusement. Mais de plus en plus de concours pour la police, par exemple, pour la magistrature judiciaire, etc., il y a des épreuves de liberté. Donc, c'est pas forcément les épreuves les plus importantes, hein. Il n'y a que l'examen d'avocat où vraiment l'épreuve de liberté est considérée comme l'épreuve la plus centrale de l'examen. Donc ce qui oblige tous les étudiants en droit qui veulent devenir avocats à vraiment préparer cette épreuve et donc ça a des vertus pédagogiques assez importantes. Pour le reste des matières, c'est pas aussi central, mais concrètement, c'est de plus en plus utilisé, hein. Il est difficile aujourd'hui d'être policier, par exemple, sans connaître le code de procédure pénale et les principales jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que sinon la procédure sera annulée par les magistrats. Et pareil pour les gardiens de prison, j'imagine qu'ils ont été beaucoup éduqués par l'Observatoire international des prisons, qui est une association française qui a fait beaucoup de recours ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, un surveillant de prison, il a intérêt à connaître les droits des détenus parce qu'il a de forts risques de voir ses décisions censurées par le tribunal administratif. Спасибо.